J'étais debout dans la salle paroissiale de l'église Saint-Louis quand ma belle-fille a dit tout haut, d'une voix claire comme de l'eau de roche, le menton levé et ses yeux ancrés dans les miens, le plus beau cadeau pour mon mariage, a-t-elle lancé, ce serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Le silence est tombé sur la pièce, entre les chaises pliantes, les nappes blanches et un plateau entamé de petits fours. J'ai attendu que ma femme en rie, j'ai attendu qu'elle dise quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Nathalie a simplement hoché la tête. Ce fut le moment décisif. Pas de cri, pas de drame, juste un petit hochement de tête ordinaire qui a résonné comme une porte se fermant tout au fond de ma poitrine. 3 semaines plus tard, elle se retrouverait dans cette même salle, la voix haute, le visage rouge, fixant une maison vide et se demandant comment tout avait pu s'effondrer si vite, mais à ce moment-là, dans le calme de la pièce, je me suis contenté de respirer et de compter jusqu'à 3. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas supplié, j'ai juste regardé Camille, 28 ans, les cheveux tirés en un chignon serré, son classeur de mariage serré contre elle comme un bouclier, et j'ai dit, très bien. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Laissez-moi revenir un peu en arrière, je m'appelle Jean-Pierre. J'avais 56 ans ce printemps-là et je vivais dans la banlieue de Lyon. J'avais été électricien presque toute ma vie, 34 ans de réveil aux aurores, de sous-sol froid et de mains qui ne s'arrêtaient jamais tout à fait de bourdonner. Même quand j'essayais de dormir, mes articulations étaient épaisses, mes doigts à moitié engourdis par des années à sertir des câbles et à serrer des vis. Nathalie et moi étions mariés depuis 12 ans. Elle était arrivée avec sa fille, Camille, qui avait 16 ans quand je l'ai rencontrée. Son vrai père était parti depuis longtemps, et je n'avais pas essayé de le remplacer, j'étais juste là, les sorties d'école, les pneus crevés, les heures de conduite accompagnées sur le parking du centre commercial dans mon vieux Renault Trafic. Je lui avais appris à faire un créneau, mon pied planant au-dessus du frein, ma voix restant calme même quand elle tapait le trottoir. Au début, elle m'appelait Jean-Pierre, puis papa, et puis, à un moment donné, elle avait arrêté de m'appeler tout court. Notre maison se trouvait dans une impasse tranquille bordée de cerisiers à fleurs. J'avais payé l'apport, mon nom était sur le prêt immobilier, celui de Nathalie aussi. Camille aimait l'appeler « la maison de famille », surtout quand elle parlait d'y organiser le vin d'honneur et les dîners d'avant-mariage. Les préparatifs avaient tout envahi, la salle, le traiteur, le fleuriste. La voix de Camille résonnait constamment sur haut-parleur pendant que Nathalie faisait les 100 pas dans la cuisine en hochant la tête, souriant et répétant, bien sûr, ma chérie. Je payais la majeure partie des factures sans me plaindre, car on se dit que c'est ce qu'on fait pour les gens qu'on aime, qu'on investit dans sa famille. La réunion à l'église devait être simple, le décompte final des invités, le plan de table, qui s'asseyait où. Camille se tenait devant nous avec son classeur, tournant les pages comme une directrice de projet, puis elle s'est raclé la gorge en disant qu'il restait une dernière chose, regardant Nathalie d'abord, puis moi. Elle ne voulait pas de malaise le jour de son mariage. Nathalie a bougé sur sa chaise, un mouvement que je connaissais bien, celui qu'elle faisait quand elle ne voulait pas choisir de camp. Camille a continué en expliquant que les gens pourraient être confus, que je n'étais pas vraiment son père, et j'ai hoché la tête une fois, cette partie-là ne m'a pas fait aussi mal qu'elle le pensait sans doute. Mais elle a ajouté que, honnêtement, cela signifierait beaucoup pour elle que je m'efface complètement. J'ai attendu. Elle a pris une inspiration et a lâché, le plus beau cadeau serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Je me suis tourné vers Nathalie, 12 ans de mariage, de conjoint, de dimanche matin paisible, et j'ai cherché quelque chose sur son visage, n'importe quoi, mais elle a hoché la tête. Je me souviens avoir remarqué à quel point l'horloge murale semblait bruyante après cela, tic, tac, tic. Très bien, ai-je répété. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac de voyage avec quelques jeans, mes chemises de travail et ma brosse à dents, laissant tout le reste derrière moi, les photos de famille, le canapé que j'avais réparé 2 fois, les étagères du garage que j'avais construites de mes propres mains. Nathalie me regardait depuis le cadre de la porte de la chambre, elle a murmuré mon nom comme si elle allait ajouter quelque chose, mais elle s'est tue. J'ai laissé mes clés de maison sur le comptoir, juste à côté du classeur de mariage. J'ai dormi dans mon fourgon cette première nuit, garé derrière un relais routier au bord de l'autoroute A43. L'odeur du café chaud flottait chaque fois que la porte s'ouvrait. J'étais assis là avec un gobelet de café insipide, les mains serrées autour, fixant le vide. Au matin, mon téléphone était saturé de messages, d'appels manqués et de SMS confus, Camille me demandant ce que j'essayais de manigancer et Nathalie me demandant où j'étais. Je n'ai pas répondu.
Au lieu de cela, je suis allé au travail, j'ai tiré des câbles, serré des vis, fait mon boulot. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce que mon mariage l'avait fait. Pendant le déjeuner, assis dans mon camion, j'ai regardé l'application de ma banque, les échéances de prêts que je payais seul depuis des années, la police d'assurance à mon nom, l'acte de propriété que j'avais signé sans trop y réfléchir à l'époque. Disparaître, pensais-je. D'accord, je le ferai, mais disparaître ne signifiait pas s'évaporer dans l'air, cela signifiait se retirer avec précaution et laisser tout ce sur quoi elle se reposait ressentir le poids de cette absence. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé vers la ville, vers une vieille agence immobilière devant laquelle j'étais passé 100 fois. Je n'étais pas en colère, pas encore, j'étais juste allé au bout du chemin. Je ne suis pas allé directement à l'agence, j'ai tourné autour du pâté de maison, mon clignotant marquant le rythme de mes pensées. Je ne tremblais pas, ce qui m'a surpris, car j'avais toujours imaginé qu'une chose pareille s'accompagnerait de rage, de cris, d'un pare-brise brisé ou d'une porte claquée. Au lieu de cela, je me sentais vide. Je me suis arrêté dans une station-service, j'ai fait le plein et je suis resté là plus longtemps que nécessaire. Un vieil homme à la pompe d'à côté m'a fait un signe de tête, ce genre de regard que les hommes de notre âge partagent, aucune parole, juste une reconnaissance, hein, tu es encore là, tu respires encore. J'ai vérifié mon téléphone, un autre message de Nathalie disant que cela suffisait et qu'il fallait qu'on parle. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'ai recommencé, puis j'ai verrouillé l'écran. Parler était ce qu'elles avaient fait, décider sans moi, hocher la tête. En milieu d'après-midi, je me suis retrouvé garé devant l'agence du Crédit Agricole. Le bâtiment en briques était le même, avec ses drapeaux et son banc près de la porte. J'y avais mes comptes bien avant Nathalie. À l'intérieur, l'air sentait le produit de nettoyage et l'encre d'imprimante. Une jeune femme au guichet m'a souri avec professionnalisme. Je lui ai dit que je devais consulter certains comptes joints. Elle a tapé sur son clavier, m'a demandé ma pièce d'identité. Tout était calme, ordinaire, et c'était ça le plus étrange, la vie continuait comme si de rien n'était. Nous avons passé en revue les papiers, le compte courant, l'épargne, celui que nous utilisions pour les frais du mariage. Je n'ai rien clôturé tout de suite, j'ai juste posé des questions, pris des notes, écouté. Quand je suis ressorti, je me suis assis sur le banc un moment, regardant les voitures passer. J'ai vu une femme se débattre pour attacher un enfant dans son siège auto, quelqu'un a ri trop fort à l'intérieur. Je me sentais plus vieux que le matin même. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel de zone industrielle, des murs beiges et un lit qui s'affaissait au milieu. Je suis resté allongé à fixer le plafond, pensant à la maison, à la façon dont l'escalier grinçait à la 3e marche, à l'odeur du shampoing de Nathalie qui flottait dans la salle de bain. J'ai pensé à Camille à 16 ans, les mains crispées sur le volant pendant que je la guidais pour son premier virage à gauche, lui disant, doucement, « Tu as tout le temps. » En avais-je vraiment eu? Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Nathalie était au travail, utilisant le double des clés que j'avais encore. J'ai traversé des pièces qui me semblaient soudainement étrangères, comme si je m'introduisais par effraction dans ma propre vie. J'ai emballé quelques affaires supplémentaires, ma boîte à outils, une photo encadrée de mon père, la vieille veste en flanelle que je portais chaque automne. Je n'ai touché à rien qui évoquait mon rôle de mari, ni l'album de mariage, ni les tasses assorties, ni le plaid que Nathalie aimait tant. Sur le comptoir de la cuisine, le classeur de mariage trônait exactement là où je l'avais laissé, avec ses post-it et ses onglets de couleur, tout organisé à la minute près. Je l'ai refermé doucement. Quand Nathalie est rentrée ce soir-là, mon côté de l'armoire était vide. Elle se tenait là, les bras croisés, me disant « Tu vas vraiment faire ça ?» J'ai répondu que oui. Elle m'a accusé de les punir. Je l'ai regardée vraiment, notant les rides autour de sa bouche, la façon dont elle évitait mon regard. Je lui ai dit que non, que je m'effaçais simplement comme elle l'avait souhaité. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, disant que Camille ne pensait pas vraiment ce qu'elle avait dit. Elle le pensait, ai-je dit, et tu as acquiescé. C'est à ce moment que son visage a changé, passant de la colère à l'incertitude, comme si elle réalisait enfin qu'un engrenage irréversible s'était mis en marche. Au cours des jours suivants, les appels se sont intensifiés. Camille a laissé des messages vocaux oscillant entre la fureur et la panique, me disant que je ne pouvais pas partir comme ça et me demandant si je réalisais l'image que cela renvoyait. Les messages de Nathalie étaient plus calmes, me demandant de revenir pour tout arranger, disant que je faisais du mal à tout le monde.
Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rencontré Monsieur Lefebvre, un agent immobilier que je connaissais depuis longtemps. Nous nous sommes assis dans son petit bureau devant un café trop fort. Il m'a demandé si j'étais sérieux en feuilletant les documents. J'ai confirmé. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant, demandant si je voulais une vente rapide. Propre et nette, ai-je répondu. Il a hoché la tête en précisant les conséquences, et j'ai dit que je savais. Signer le mandat de vente m'a semblé plus lourd que prévu, non pas parce que je doutais, mais parce que cela rendait tout définitif, la maison serait vendue et les plans de mariage qui y étaient liés s'effondreraient. Je le savais. Cette nuit-là, Nathalie a débarqué à l'hôtel sans prévenir, frappant jusqu'à ce que j'ouvre. Elle m'a accusé de tout détruire, les yeux brillants. Quand elle m'a demandé pourquoi je faisais ça, j'ai répondu sans hausser le ton, pour moi. Elle a eu un rire sec et cassant, me demandant si je pensais que cela finirait bien. Je pense que ça va finir, tout court, ai-je dit. Elle m'a dévisagé comme si elle ne me reconnaissait plus, et peut-être était-ce le cas. Le lendemain matin, le panneau « À vendre » a été planté sur la pelouse. L'après-midi même, mon téléphone a explosé. Camille hurlait, Nathalie pleurait. Quelqu'un du domaine où devait avoir lieu la réception a appelé, confus, demandant qui avait encore l'autorité pour valider les événements liés à la propriété. J'ai laissé sonner. Disparaître, avait-elle dit. C'est exactement ce que je faisais, tranquillement, légalement, pièce par pièce. Et plus je m'éloignais, plus je réalisais à quel point je portais leur monde à bout de bras sans jamais avoir été remercié. Cette réalisation n'avait pas encore un goût de victoire, c'était plutôt comme si le sol se dérobait sous les pieds de tout le monde, y compris les miens. À la fin de cette semaine-là, j'ai compris une chose que j'ignorais quand j'avais fait mon sac, disparaître n'est pas un acte unique, ce n'est pas une porte claquée ou un adieu dramatique, c'est une série d'absences silencieuses, de petits soutiens que l'on retire un à un, comme on arrache les clous d'une planche pour la regarder s'affaisser sous son propre poids. L'annonce de la maison est parue un jeudi. Monsieur Lefebvre m'a envoyé une photo du site, des photos lumineuses, des angles larges, la pelouse semblait plus verte que dans mes souvenirs. Je l'ai fixée longtemps, essayant de ressentir quelque chose, un regret aigu, un triomphe, n'importe quoi, mais je me sentais surtout fatigué. Ce soir-là, je regardais la météo sans intérêt à la télévision quand mon téléphone a vibré. Nathalie disait que Camille était en larmes, qu'elle se sentait humiliée. J'ai posé le téléphone face contre terre. Quelques minutes plus tard, il a vibré à nouveau, « S'il te plaît, on peut parler, rentre à la maison ». Le mot « maison » sonnait creux désormais, il ne m'appartenait plus. J'ai repensé au premier hiver dans cette maison, à la façon dont je me levais plus tôt pour déneiger l'allée avant de partir au travail pour que Nathalie ne glisse pas, à la façon dont j'avais remplacé la chaudière moi-même pour économiser de l'argent, à la façon dont Camille invitait ses amis et riait fort dans la cuisine sans jamais se soucier des factures, du chauffage ou de qui rendait tout cela possible. Le lendemain matin, je suis allé au service de la publicité foncière. C'était un bâtiment administratif austère sous des néons qui donnaient mauvaise mine à tout le monde. J'ai pris un ticket et j'ai attendu au son des ventilateurs et du froissement des dossiers. Quand mon tour est venu, l'employé a affiché l'acte sur son écran et a lu les noms, le mien apparaissait en premier. J'ai hoché la tête, c'était ce que je pensais. En sortant, je me suis assis dans mon camion et j'ai posé mon front contre le volant. Pendant une seconde, juste une seconde, je me suis demandé si j'allais trop loin, puis mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était le traiteur du mariage. Une femme polie mais ferme m'appelait car il semblait y avoir une confusion sur l'utilisation de la propriété pour le dîner de répétition. Il n'y a aucune confusion, ai-je dit, la maison est en vente. Il y a eu un silence au bout du fil. Elle a expliqué qu'en l'absence de confirmation du propriétaire et de preuves d'assurance, il ne pouvait pas continuer. J'ai répondu que je comprenais. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline, parce que maintenant, c'était réel, les conséquences allaient au-delà des messages colériques et des sentiments blessés. Cet après-midi-là, je suis retourné au travail. Je suis monté sur une échelle dans une zone commerciale pour recabler un panneau d'éclairage. Mes mains bougeaient par automatisme, dénudées, torsadées, vissées. Mon corps savait quoi faire, même quand mon esprit était ailleurs. Pendant ma pause, j'ai mangé un sandwich jambon-beurre dans mon fourgon en regardant un jeune couple se disputer sur le parking. La femme agitait les bras, l'homme fixait le sol. Je me suis demandé lequel j'avais été pendant toutes ces années.
Le soir, Camille m'a envoyé un message direct, « Tu gâches tout, tu fais toujours ça, tu ramènes tout à toi. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. J'ai repensé à la nuit où elle m'avait appelé depuis la fac, en pleurs parce que sa voiture ne démarrait pas. J'avais fait 2 heures de route sous la neige pour aller la chercher sans même hésiter. « Tu es mon héros », m'avait-elle dit à l'époque, à moitié en plaisantant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon assureur, une femme nommée Linda avec qui je travaillais depuis des années. Elle a reconnu ma voix. Je lui ai annoncé que je vendais la maison et que je devais modifier mes contrats. Elle m'a guidé avec professionnalisme, et à la fin de l'appel, un autre fil avait été discrètement sectionné. Ce soir-là, Nathalie est revenue. Cette fois, elle n'a pas frappé, elle est restée devant mon fourgon sur le parking de l'hôtel alors que j'étais au volant, moteur éteint. Elle m'a dit par la fenêtre ouverte que je faisais du mal à Camille. Je n'ai pas commencé ça, ai-je répondu. Elle a rétorqué que j'étais son père, et j'ai dit doucement, je l'étais, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Sa bouche s'est crispée, elle m'a accusé de prendre du plaisir à cette situation. J'ai secoué la tête en disant que je ne faisais que survivre. Elle s'est approchée en disant que si je continuais, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Je l'ai regardée vraiment et je lui ai dit, tu as déjà décidé de cela, tu ne pensais juste pas que je l'accepterais. Elle a reculé comme si je l'avais poussée. La première offre pour la maison est arrivée 2 jours plus tard, légèrement en dessous du prix demandé. Monsieur Lefebvre m'a appelé avec prudence, suggérant une contre-proposition, mais j'ai dit d'accepter. Il a demandé si j'étais sûr, et j'ai dit oui. En raccrochant, un poids s'est installé dans ma poitrine, non pas de l'effroi, mais une sensation de finalité. La robe de mariée de Camille était encore accrochée dans le placard de la chambre d'amis, je le savais car j'avais moi-même installé la tringle. Je l'imaginais là, intacte, attendant un jour qui s'éloignait un peu plus à chaque signature. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai sorti une vieille photo de mon portefeuille, Camille a 17 ans, assise sur le siège conducteur de mon camion, souriant comme si elle venait de gagner le gros lot. Je suis resté là longtemps à écouter le ronronnement du distributeur automatique dans le couloir. Disparaître, ai-je réalisé, n'était pas une question de punition, c'était apprendre à lâcher l'illusion que l'amour, une fois donné, sera toujours rendu. Et une fois que j'avais vu cela clairement, il n'y avait plus de retour possible. La vente a été actée un mardi matin. Je m'en souviens à cause du bruit du stylo sur la dernière page, un léger grattement, rien de dramatique. L'agent a fait glisser les papiers vers lui et a dit, voilà, c'est fait. 12 ans de remboursement, 12 hivers à déneiger, 12 étés à tondre cette pelouse pendant que Camille était assise sur la terrasse à faire défiler son téléphone en me demandant si j'avais vu ses lunettes de soleil. Tout cela s'était envolé. Je suis sorti de l'étude notariale pour me retrouver sur un parking plein de voitures ordinaires. Un monospace a klaxonné, un homme se disputait au téléphone. La vie continuait, ignorant que quelque chose que j'avais bâti n'était officiellement plus à moi. Monsieur Lefebvre m'a tapé l'épaule en demandant si ça allait. Ça ira, ai-je dit, et je le croyais, pour l'essentiel. Les appels ont commencé avant même que j'atteigne le bout de la rue. Nathalie d'abord, hors d'haleine, me demandant ce que j'avais fait. Je lui ai dit que j'avais vendu la maison. Elle a hurlé que je n'en avais pas le droit, mais je l'avais fait. Puis sa voix est devenue plus sourde quand elle a ajouté que le domaine venait d'appeler pour annuler le dîner de répétition faute de confirmation sur la propriété. J'ai imaginé le classeur de Camille, les onglets colorés, les plannings millimétrés. Je l'ai imaginé dans la cuisine, le téléphone à l'oreille, essayant de garder une voix stable. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais de la seule façon qui comptait encore. Nathalie m'a accusé de détruire son rêve. Non, ai-je répondu, je m'en retire, c'est tout. L'après-midi, le fleuriste a annulé, l'orchestre a suivi. Le traiteur a laissé un message demandant qui était désormais responsable du solde restant. Camille m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché avant de pouvoir m'en empêcher. Elle hurlait, me demandant si j'étais fou d'avoir vendu la maison. Je vous avais prévenu que je disparaissais, ai-je dit calmement. Elle a crié que je faisais ça exprès. Oui, ai-je admis, la vérité étant enfin au grand jour. Tu gâches mon mariage. Pleurait-elle. J'ai fermé les yeux. Un instant, je l'ai revue à 8 ans, me tenant la main sur le parking d'un supermarché, ayant peur de se perdre.
Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit, ce sont les conséquences. Elle a raccroché. Le soir, Nathalie est revenue à l'hôtel. Elle s'est assise sur le bord du lit, les épaules affaissées, fixant la moquette. Elle m'a dit que Camille était embarrassée, que tout le monde savait. Tout le monde savait que j'existais aussi, ai-je répondu, jusqu'à ce qu'on ne veuille plus de moi. Elle a levé les yeux rouges, disant qu'elle n'aurait jamais cru que j'irais aussi loin. Et moi, je n'aurais jamais cru que tu hocherais la tête, ai-je répliqué. La pièce est devenue silencieuse. 2 jours plus tard, l'acheteur a organisé une visite. Des panneaux dans le jardin, des ballons, des inconnus traversant les pièces où ma vie s'était déroulée. Camille est venue pendant l'une des visites, je n'étais pas là, mais les voisins me l'ont raconté plus tard, des éclats de voix, des portes claquées, une femme en pleurs sur le perron pendant que les gens faisaient semblant de ne pas regarder. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, Jean-Pierre, c'est Gérard, le voisin. Je voulais juste prendre des nouvelles. Ça fait bizarre de ne plus te voir dans le coin. J'ai fixé ce texte plus longtemps qu'il n'aurait fallu, un voisin remarquait mon absence avant ma propre famille. Le mariage a été officiellement reporté le lundi suivant. Reporté, comme s'ils pouvaient revenir s'ils attendaient assez longtemps. Camille a posté un message vague sur Internet à propos des personnes toxiques et des limites à fixer. Nathalie a arrêté d'envoyer des messages. J'ai quitté l'hôtel pour un petit appartement de location à la lisière de la ville, une chambre, des murs fins, un balcon juste assez grand pour une chaise. La première nuit, je me suis assis là et j'ai écouté le bourdonnement du trafic. Pas de cris, pas de plan de mariage, pas de classeur, juste le calme. Mais ce calme ne semblait pas vide, il semblait mérité. Je savais qu'elle pensait que l'histoire s'arrêtait là, que j'avais prouvé ce que je voulais et que j'allais maintenant m'effacer comme elle l'avait souhaité. Elle se trompait, car si la maison était vide, quelque chose d'autre prenait forme, quelque chose que j'avais construit lentement, délibérément, au fil des nuits blanches. Je ne laissais pas le chaos derrière moi, je laissais la vérité, et bientôt elle n'aurait d'autre choix que d'ouvrir la porte et d'y faire face. Les acheteurs ont pris possession des lieux un vendredi matin. Je ne suis pas allé à la maison pendant qu'ils emménageaient, je n'en avais pas besoin. J'y étais déjà allé plus tôt dans la semaine, seul, dans les pièces nues où flottait une odeur de poussière et de nettoyant au citron. J'avais fait un tour, lentement, sans rien toucher, écoutant l'écho de mes pas comme si j'étais dans le souvenir de quelqu'un d'autre. J'avais apporté une boîte, pas lourde, juste du papier. Je l'avais posée sur le comptoir de la cuisine, là où Nathalie étalait les factures et Camille ses classeurs. Le comptoir portait encore une légère rayure de l'époque où j'avais fait tomber un tournevis, des années auparavant, j'avais toujours voulu la poncer, mais je ne l'avais jamais fait. La boîte contenait un seul classeur, noir et épais, du genre de ceux qu'utilisent les comptables. Sur la tranche, j'avais écrit en lettres capitales, CE qui disparaît. À l'intérieur, il y avait des onglets propres et étiquetés, mensualité de crédit, assurance et charges, éducation et santé, frais du mariage, extra. Chaque section contenait des copies de chèques, des relevés bancaires, des notes de ma main, des dates, des montants. Pas d'opinion, pas d'insultes, juste des faits. Sur le dessus du classeur, j'avais placé une enveloppe adressée à Camille, pas à Nathalie, à Camille. J'étais resté là longtemps après l'avoir déposée, assez longtemps pour entendre une voiture passer, assez longtemps pour sentir le poids des années peser sur mes épaules, puis j'étais parti sans dire à personne que j'étais passé. L'appel est arrivé cet après-midi-là. Ce n'était pas Nathalie, c'était le fiancé de Camille, Antoine. Je l'avais rencontré 2 fois, un homme poli, silencieux, le genre de type qui laisse les choses arriver autour de lui et appelle cela la paix. Sa voix était tendue quand il a demandé ce que c'était. « Ouvre-le », ai-je dit. Il y a eu une pause, un bruit de papier, un souffle court. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. Nathalie devait être là aussi, je l'entendais pleurer en arrière-plan. La voix de Camille s'est élevée, aiguë et paniquée, m'accusant de manipulation et disant que j'avais tout planifié. J'ai retiré le haut-parleur pour coller le téléphone à mon oreille et j'ai répondu que j'avais simplement documenté les choses, qu'il y avait une différence. Elle criait que j'essayais de les humilier. Nathalie sanglotait. Je dis la vérité, publiquement, pour la première fois, ai-je répondu. Ils étaient dans la maison à ce moment-là, la maison vide, avec les voisins qui passaient devant et le soleil inondant le comptoir où reposait le classeur. J'imaginais Camille feuilletant les pages,
ses doigts s'arrêtant sur des chiffres qu'elle n'avait jamais remarqués, les 1250 € de crédit mensuel, le taux d'intérêt que j'avais bloqué 12 ans plus tôt, les 6800 € pour son appareil dentaire, les 14 900 € d'acompte pour le domaine, le fleuriste, l'orchestre, les retouches de sa robe. Tout payé depuis le même compte. Sous l'onglet « Extra », j'avais ajouté des choses qu'elle avait oubliées, l'argent de l'essence pour ses trajets depuis la fac, les franchises d'assurance, l'hiver où j'avais payé son loyer quand sa colocataire était partie sans prévenir. À la fin du classeur se trouvait la lettre, pas longue, une seule page, « Camille, tu m'as demandé de disparaître. Voici ce qui disparaît quand je le fais. » Il n'y a aucune colère là-dedans, juste une comptabilité. J'espère que ton mariage sera quand même magnifique. Je ne serai pas là pour le voir. J'entendais Antoine respirer au bout du fil, une respiration lente et lourde. Il a demandé à Camille si elle était au courant de tout cela. Le silence qui a suivi était plus bruyant que n'importe quel cri. Les voisins s'étaient rassemblés sur le trottoir, Gérard se tenait les bras croisés, faisant semblant de regarder son téléphone mais écoutant clairement. Quelqu'un chuchotait, un autre secouait la tête. La voix de Nathalie s'est brisée quand elle m'a supplié, disant que j'avais prouvé ce que je voulais. Je n'ai rien prouvé, ai-je dit, j'ai répondu à une demande. Camille a alors poussé un cri, pas des mots, juste un son brut et furieux, et la ligne a coupé. Plus tard, Gérard m'a raconté la suite, Camille avait jeté le classeur à travers la pièce, les pages s'étaient éparpillées, les chiffres voletaient comme des feuilles mortes. Antoine les avait ramassés un par un. Les voisins regardaient à une distance polie, avec cette curiosité contenue typique des petites villes. Une femme d'en face a dit qu'elle avait toujours cru que c'était moi qui payais tout. Gérard a acquiescé, il le faisait. Le soir venu, l'histoire s'était propagée, les amis de l'église, les invités du mariage, tous ceux qui s'étaient demandé pourquoi l'événement avait été soudainement reporté. Il n'y avait aucune rumeur à corriger, la vérité était déjà étiquetée, classée et exposée sur le comptoir. Nathalie a essayé de m'appeler cette nuit-là, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assis sur le balcon de ma petite location, sur une chaise pliante. Le soleil déclinait, donnant au ciel une couleur de cuivre rouillé. Au loin, une tondeuse bourdonnait, un chien a aboyé une fois puis s'est tu. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains ne tremblaient pas. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais propre. Le lendemain matin, un email d'Antoine est arrivé, je ne savais pas. Je suis désolé. Je ne pense pas que nous soyons prêts à nous marier. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai fermé l'ordinateur. Nathalie a envoyé un dernier message plus tard dans la journée, disant qu'elle aurait aimé que je me batte davantage. J'ai tapé une seule phrase en réponse, je l'ai fait, silencieusement, pendant des années. Ce fut la dernière chose que je lui ai dite. Le dimanche, le classeur avait disparu, les nouveaux propriétaires avaient emménagé, le comptoir était à eux désormais, mais l'histoire avait déjà fait son œuvre. On ne peut pas remettre les chiffres en place une fois qu'ils ont été lus, on ne peut pas ignorer le poids que quelqu'un portait quand il l'a finalement déposé en public. Elle m'avait demandé de disparaître, et ce qui les avait choqués n'était pas mon départ, mais tout ce qui s'était volatilisé avec moi. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles pendant longtemps après cela, des semaines ont passé, puis des mois, ce genre de mois où les saisons changent discrètement sans qu'on s'en aperçoive jusqu'à ce que l'air soit différent sur la peau. L'été a glissé vers l'automne, les feuilles s'accumulaient le long du trottoir devant chez moi, se recroquevillant comme si elles étaient fatiguées de s'accrocher. J'avais trouvé mon rythme, je me levais à 5h30 chaque matin, comme je le faisais depuis des années. Ma cafetière était vieille et bruyante, mais elle fonctionnait. Je buvais ma première tasse près de la fenêtre, regardant les phares défiler sur la route comme un fleuve lent. Certains matins, la maison me manquait, le garage, la façon dont le soleil frappait la table de la cuisine vers 7h, d'autres matins non. Le travail était régulier, mes mains bourdonnaient toujours le soir, mais je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années, pas d'échéance de mariage, pas de tension vibrant dans les murs, juste un calme et une fatigue honnête. Un après-midi d'octobre, Gérard est passé me voir. Il avait trouvé ma nouvelle adresse par un ami commun. Il se tenait sur mon porche, les mains dans les poches de sa veste, changeant d'appui. Il m'a dit qu'il voulait juste passer, puis il a marqué une pause en ajoutant que beaucoup de gens avaient vu ce que j'avais fait. J'ai attendu. Pas la partie de la vente, a-t-il précisé, l'autre partie, le classeur, la vérité. J'ai hoché la tête. Il a continué en disant qu'il n'en parlait pas beaucoup,
mais qu'ils avaient remarqué. Après son départ, je me suis rassis et j'ai regardé les arbres. Pour la première fois, j'ai compris une chose que j'avais été trop occupé pour voir auparavant, le respect ne s'annonce pas à grand bruit, il se manifeste discrètement quand tout le reste s'est effondré. Nathalie a tenté une dernière approche vers la fin de l'automne. Elle s'est présentée à ma porte sans appeler, son manteau serré contre elle, les yeux fatigués. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais cru que j'irais jusqu'au bout. Je l'ai fait, ai-je répondu. Elle a regardé derrière moi dans mon petit salon, le canapé d'occasion, la lampe que j'avais réparée, cet endroit qui n'appartenait qu'à moi. Elle a remarqué que j'avais l'air différent. Je le suis, ai-je dit. Elle a hoché la tête alors, ce même petit hochement de tête, mais celui-ci ne m'a pas fait mal, il n'avait plus d'importance. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais heureux. Je suis en paix, ai-je répondu. Elle est partie sans un mot de plus. Cet hiver-là, j'ai acheté ma propre maison, plus petite que l'ancienne, payé comptant, avec un petit porche et un jardin juste assez grand pour être ratissé sans pester. La première nuit, je me suis assis dehors avec une tasse de thé et j'ai regardé le soleil descendre derrière les arbres. Pas d'applaudissements, pas de public, juste le silence. Je pensais à Camille parfois, pas avec colère, mais avec une tristesse lointaine. J'espérais qu'elle avait appris quelque chose, j'espérais qu'elle n'aurait pas à perdre autant que moi pour comprendre. Mais cette partie de l'histoire ne m'appartenait plus. Ce que j'avais emporté avec moi n'était ni l'argent, ni les biens, ni même une revanche, j'avais emporté ma dignité, j'avais emporté mon temps, j'avais emporté la vérité de qui j'étais et de qui j'avais été tout au long de ces années. Elle m'avait demandé de disparaître, mais ce qu'elle n'avait jamais compris, c'est que lorsqu'on évince celui qui maintenait tout l'édifice, on ne perd pas seulement une personne, on perd aussi le poids qu'elle portait en silence. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible, tenu pour acquis ou effacé sans bruit, sachez ceci, vous n'êtes pas seul, et parfois, la réponse la plus puissante n'est pas de crier en retour, mais de laisser le silence révéler la valeur de votre